Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest pour votre magazine Tendance Confidence jusqu'à 9 heures avec aujourd'hui un invité qui est un ingénieur agronome, Jacques Arnoux, qui est passionné par l'espace. Nous allons en parler avec vous pendant cette émission et aussi de l'espace intérieur. Jacques Arnoux, bonjour, comment allez-vous ? Eh bien, fort bien, fort bien. Vous travaillez depuis de nombreuses années comme ingénieur agronome au Centre national d'études spatiales avec cette famille des astronautes. La chance depuis plus de 20 ans maintenant d'avoir été accueilli par cette communauté spatiale à laquelle maintenant je peux un peu prétendre appartenir. Je peux dire nous, les gens de l'espace. Il y a 20 ans, je n'aurais jamais osé dire ça. Alors lorsque nous regardons les étoiles, nous prenons conscience de notre petitesse, comme des poussières d'étoiles, comme dirait Hubert Reeves, astrophysicien. Entre cet espace des galaxies et cet espace intérieur, quel est le plus difficile selon vous à connaître ? C'est l'espace intérieur, parce que l'espace extérieur, nous ne sommes jamais seuls. Thomas Pesquet le répète tout le temps, il ne serait pas là-haut presque seul s'il n'y avait pas toute une myriade, tout un bataillon d'ingénieurs, de scientifiques qui en permanence le surveillent, parfois même un peu trop à son goût sans doute, mais permettent que sa mission se passe au mieux. Alors bien sûr, il est un maillon essentiel de cette mission, mais un maillon seul dans l'espace ne va déjà pas dans l'espace, et en tout cas n'y survit pas. Donc toute l'exploration de l'espace physique est nécessairement un travail d'équipe où il faut des génies personnels, mais des génies collectifs. L'exploration de l'espace intérieur, nous n'y sommes pas seuls non plus. Nous appartenons à une tradition, à un chemin spirituel, et tout ce que vous voulez. Mais en même temps, c'est au jour d'aujourd'hui que je m'engage, que je poursuis cette démarche-là. Jacques Arnoux, vous êtes donc ingénieur agronome, vous travaillez au Centre national d'études spatiales. Quel est l'enjeu pour notre société face à ces différentes recherches spatiales ? Ce qui est pour moi l'enjeu et qui est pour moi aussi une source d'intérêt, c'est comment faire en sorte que toutes les explorations collectives qui sont les nôtres, aujourd'hui encore, dans le spatial mais ailleurs, dans le domaine des sciences en particulier, puis c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, comment faire en sorte que ces explorations collectives du monde extérieur puissent aussi alimenter l'exploration de nos mondes intérieurs. Et puisque nous parlons des astronautes, ce qui, moi, m'intéresse, c'est essayer de découvrir, parce que c'est des gens extrêmement discrets de ce point de vue-là, quel pourrait être, pas nécessairement leur parcours spirituel ou intérieur, parce que ça relève de leur intime. S'ils ne veulent pas en parler, eh bien, ils n'en parlent pas. Mais comment leur parcours d'hommes et de femmes peut venir alimenter, nourrir nos propres parcours intérieurs de terriens. Et je pense que là, il y a des choses à découvrir. Nous parlions avec vous tout à l'heure de Hubert Reeves, l'astrophysicien, qui a édité un livre qui a pour titre « Poussière d'étoiles ». Que faut-il entendre par cette expression et ce titre ? À travers cette formule, mais tant d'autres formules, prendre conscience de la place que nous occupons au sein de cet univers. Alors il faut faire très attention avec cette formule, parce qu'elle peut nous amener à une déprime, quoi. Nous ne sommes que des poussières d'étoiles. Et donc, à un moment donné, ces poussières se matérialisent et puis donnent un être humain. Et puis demain, mais ça peut être même ce soir, nous disparaissons et nous redevenons poussière. Ça fait partie de la liturgie. Vous êtes poussière, vous devenez poussière. La liturgie du mercredi des cendres, la réalité de la cendre. Mais tout de même, celui qui nous dit « nous sommes poussière d'étoiles », avec son accent inimitable, Hubert Reeves, bien sûr, il ne pourrait pas nous le dire s'il n'était l'héritier de toute une tradition d'astronomes depuis Galilée, Copernic, et puis en passant par Flammarion et tous les autres, qui ont développé une science des astres absolument extraordinaire, à travers aussi des technologies tout à fait extraordinaires. Je pense donc à tous mes collègues ingénieurs. Et donc, nous sommes poussières d'étoiles, mais des poussières qui sont capables de se penser poussières. Et ça demande un génie extraordinaire. Ça demande, alors pas un génie individuel, c'est pas seulement le génie du Reeves ou votre génie ou le mien. C'est un génie collectif de l'humanité et qui fait que nous retrouvons tout de même cette intuition magnifique de ce psaume 8 où le psalmiste rappelle qu'est-ce que l'homme ? Rien. Et pourtant, il est presque comme un dieu. Ce paradoxe que nous incarnons quasiment, nous, poussières d'étoiles, suffisamment conscients de nous-mêmes, intelligents, géniaux, collectivement, pour que nous nous rendions compte que nous sommes que des poussières dans un univers illimité.
Alors Jacques Arnoux, vous êtes chargé de questions éthiques au Centre national d'études spatiales basé à Paris. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres. Votre dernier ouvrage paru en 2020 a pour titre « Quand les hommes se prennent pour Dieu », c'est paru aux éditions Salvator. Quelle est la genèse de cet ouvrage ? Alors cet ouvrage est une réflexion théologique qui touche à un autre domaine que le domaine spatial, même s'il y a des liens entre les deux, qui sont ce qu'on appelle donc le transhumanisme ou les transhumanismes. Tous ces projets, plus ou moins l'état de projet, certains certain nombre de ces projets se réalisent petit à petit, qui veulent en fait transformer l'être humain, d'où le nom de transhumanisme, pour le maintenir en meilleure santé, voire le faire acquérir une santé meilleure que celle que nous avons aujourd'hui. Pourquoi pas allonger l'espérance de vie, pourquoi pas atteindre l'immortalité, et cela par des moyens que nous offre ou que nous offrira la science demain. Donc ce sont des projets qui sont très liés aux sciences du XXe et du XXIe siècle et qui sont évidemment qui relèvent pour une part de science-fiction. Est-ce que demain notre esprit, notre conscience pourra être transformée en une mémoire d'ordinateur parce qu'on suppose qu'un ordinateur peut être plus résistant qu'un corps vivant fait de molécules et voué à disparaître. Donc c'est ce genre de projets qui paraissent parfois plus que transhumains, surhumains ou irréalistes. Mais tout de même, aujourd'hui, c'est un des courants qui sont extrêmement développés et qui nous interrogent, je dirais nous, comme hommes et femmes de bonne foi, de raison. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de rêver à cela ? Donc la manière, peut-être un petit peu exagérée, mais de résumer le projet transhumaniste, ce serait une manière de se prendre pour Dieu lui-même. Et dans le préambule de votre livre, Jacques Arnoux, vous commencez par ces lignes, le vide nous fascine, il nous attire et dans le même temps nous tient à distance. La beauté, le savoir, l'autorité exercent sur nous un semblable pouvoir, nous les admirons et en même temps nous prenons peur. Oui, mais c'est la tragédie humaine dans aussi sa beauté. C'est parce que s'il n'y avait pas l'expérience presque permanente de cette fascination, ce que j'appelle fascination, donc comme vous l'avez rappelé, à la fois la peur et l'attirance. L'amour est fascinant. J'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, et en même temps j'en ai peur, parce que je me doute bien de tous les sacrifices que ça va pouvoir entraîner. La beauté, c'est la même chose. Nous voyons des choses belles, et en même temps nous avons envie d'aller vers elles, d'aller peut-être les toucher, et puis en même temps nous avons un mouvement d'effroi. Je pense que s'il n'y avait pas dans l'humain cette capacité de fascination, nous ne serions pas humains. Alors le savoir est fascinant. Connaître quelque chose, c'est à la fois le maîtriser, et pour une part être maîtrisé par lui. Dès lors que vous allez acquérir un pouvoir, ce pouvoir qui est un peu au-delà de ce que vous avez aujourd'hui, interrogez-vous, qu'est-ce que vous allez gagner et peut-être qu'est-ce que vous allez perdre ? Au début de votre livre, vous parlez de cette passion comme d'une fascination et vous employez ce verbe de fasciner. Fasciner qui veut dire en latin jeter un sort. Dans les contes, jeter un sort, c'est prendre le pouvoir sur quelqu'un. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je travaille pour l'agence spatiale. Aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, il y a des armadas de satellites. Ils nous écoutent, ils nous observent, ils nous permettent de prédire le temps, ils nous permettent de communiquer, etc. Mais un des soucis que nous avons, nous, comme opérateurs spatial, opérateurs publics spatial, c'est qu'est-ce que nous faisons de tout ce pouvoir que nous avons. Vous allez sur Internet et vous allez voir, moi, avant de venir ici, pour savoir où c'était, j'ai pu aller sur une photo satellite, repérer ça. Bon, il n'y avait rien d'indiscret, parce que tout ce qui est indiscret, évidemment, était voilé. Mais d'autres choses ne voilent rien, et on peut tout savoir. Pour moi, la question qui est derrière, c'est pas tant ma vie privée, c'est quel type de responsabilité ce type de technologie introduisent dans nos vies. Je sais ce qui se passe à l'autre bout du monde aussi facilement que ce qui se passe de l'autre côté de cette porte dans la rue. Alors, ce que vous dites à l'instant me fait penser à un livre de Marshall McLuhan qui parlait de village planétaire. Le monde était devenu un village. Avec Internet, le monde est à portée de clavier d'ordinateur. Mais qu'en est-il de la fraternité entre les êtres humains ? La responsabilité est pour moi vertigineuse. Elle est fascinante, mais pas nécessairement attirante. Parce que qu'est-ce que je fais de l'individu dont j'ai des nouvelles là, grâce à Internet, grâce aux satellites, grâce à tous ces systèmes de communication ? Il s'agit de nous interroger sur ce que nous en faisons, comment nous le faisons. Je l'ai déjà évoqué, c'est la question de la responsabilité. Il y a quelques années, Régis Debray a écrit un livre sur la fraternité, sans référence particulière à l'Évangile. Mais c'est bien ça. C'est-à-dire que nous sommes, et nous en avons parlé tout à l'heure, nous sommes dans une société hyper connectée, hyper sachante, enfin soi-disant. Nous savons tout sur tout, plus ou moins.
En tout cas, nous pouvons, comme je vous le disais tout à l'heure, en permanence être au courant de ce qui se passe sur cette planète. Et une fois encore, c'est pas la vie privée, c'est quelque part, tout être humain devient un frère, un proche pour moi. Et là, la question qui m'est posée, c'est qu'est-ce que tu fais de ton frère ? Et là, moi, je me sens immensément coupable. Parce que déjà, les frères qui sont immédiatement autour de moi sans l'apport des satellites, je ne sais pas m'en occuper. En permanence, je les ignore et je me débrouille avec ça, comme je peux, avec ma petite conscience. Donc, le qu'as-tu fait de ton frère, c'est quelque chose que Keynes l'ait pris dans la figure, mais ça n'a jamais été autant d'actualité, parce que nous n'avons jamais eu autant de frères autour de nous. Et vous voyez, je n'ai pas encore utilisé l'expression, mais elle est évidemment connue, le Big Brother, le célèbre, le héros, le anti-héros de 1984, le roman de fiction. C'est étrange qu'il ait choisi Big Brother, parce que nous aujourd'hui Big Brother c'est Internet, c'est l'œil qui est partout, etc. Mais c'est quand même le grand frère. Et on sait que dans d'autres milieux autres, c'est celui qui doit venir nous aider, qui nous surveille, qui nous protège. Donc comment faire en sorte, parce qu'il ne faut pas voir que le côté négatif, comment faire en sorte que toutes ces technologies que nous développons puissent être aussi des moyens de développer une forme de fraternité qui ne sera jamais parfaite, parce que nous sommes imparfaits, parce que le monde dépasse nos capacités, mais quand même, au moins nous rendre attentifs à ça. Et puis avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, quand je dis les nôtres, pour moi, voilà, aujourd'hui, dans le présent dont on parlait, qui passe tellement rapidement, qu'est-ce que je peux faire raisonnablement ? On revient sur gérer les possibles. Il ne faut pas imaginer soi tout seul révolutionner tout, mais à plusieurs, on peut déjà faire des choses. Et occuper cette sphère de possible qui est la mienne, qui évidemment a pris des dimensions très différentes de celles de nos prédécesseurs à cause des techniques, à nous de faire en sorte que ces techniques soient des manières d'habiter la fraternité. Alors de savoir ce que nous en faisons, cela fait naître aussi cette notion qui fait couler beaucoup d'encre, à savoir la liberté. Qu'en est-il de cette notion lorsque nous parlons de cette dimension spatiale avec vous, de cette dimension de la recherche? Serions-nous, selon vous, en liberté conditionnée ? Oui, liberté conditionnée ou liberté contrainte. J'aime bien le mot de contrainte parce que la contrainte, c'est à la fois ce qui vous limite et en même temps ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Il faut quand même reconnaître ça. Nous sommes actuellement entre quatre murs, ou même plus parce que la salle est biscornue. La liberté qui est la nôtre, ce n'est pas dire simplement on abat tous les murs et puis ça y est, on est libre. Et alors, on sera dans le vide et nous irons où ? Nous avons l'impression que la liberté, c'est quand il n'y a aucune contrainte. Mais non, s'il y avait une absence totale de contraintes, nous ne pourrons rien faire. Il nous faut des murs, il nous faut des contraintes, il nous faut des repères. On dit, je vais acquérir ma liberté par rapport à quelque chose. Si ce quelque chose n'existait pas, qu'est-ce que je pourrais définir comme étant ma liberté ? Alors vous êtes passionné par le monde spatial également, nous l'avons bien compris pendant cette émission. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre paru chez Albin Michel, et ce livre a pour titre « La marche à l'étoile ». Qu'est-ce que vous voulez bien nous dire sur cet ouvrage ? Le propos de mon livre était davantage tourné vers les étoiles, comme son titre d'ailleurs l'indique, la marche à l'étoile, en sachant en même temps que c'est dans cette marche-là, cette marche-là ne l'amène cet homme nulle part ailleurs qu'en lui-même, et en tout cas de le faire revenir en lui-même. Dans une autre rencontre avec cet astronaute, nous avions construit notre dialogue sur un aller-retour. Il m'emmenait dans l'espace pour me faire découvrir cette Terre vue de l'espace, et en fait nous revenions ensuite sur cette Terre avec notre propre humanité et notre propre personnalité. Donc ce qui me fascine dans ce compagnonnage quotidien avec le milieu spatial et l'entreprise, enfin les activités spatiales, la chose la plus importante, c'est l'humanité qui s'y découvre. Même si on va jusqu'à la Lune, même si un jour on va jusqu'à Mars et encore au-delà, on ne découvrira rien d'autre que nous-mêmes. Ou des mondes que nous avons imaginés. Et ça, c'est essentiel. Et cet espace intérieur, qu'il soit rempli de Dieu, qu'il soit rempli de culture, d'imaginaire, de créativité, ça dépend de chacun. Mais c'est à chacun, finalement, de trouver dans quel lieu il va pouvoir développer cette intériorité qui est la sienne. Votre rêve, c'est de partir dans une fusée et de voir la Terre de là-haut ? Oui, bien sûr, parce que à force de côtoyer des gens qui l'ont fait, vous avez envie de faire la même chose. En sachant qu'en même temps, comme je vous disais à l'instant, finalement, si j'y allais, qu'est-ce que je découvrirais un peu davantage moi-même face à ce tout autre qui, dans la marche à l'étoile, il n'y a pas une dimension religieuse permanente, mais pour moi, elle est quand même présente. C'est-à-dire que quand l'homme se découvre dans des situations extrêmes, c'est vrai que l'espace est un milieu extrême, il se découvre lui-même
Et reste toujours ouverte la question d'où je viens, et est-ce qu'il n'y a pas derrière cela quelqu'un qui m'aime et qui ne cesse de me faire naître à moi-même. Alors Jacques Arnaud, vous êtes non seulement l'auteur de livres comme La marche à l'étoile ou Lorsque les hommes se prennent pour Dieu. Que direz-vous à Dieu lorsque vous serez face à lui, vous qui côtoyez des personnes qui sont parties dans l'espace? Justement, qui suis-je ? Qui suis-je comme être créé? Ça veut dire quoi d'être créé? Je le vis au quotidien, mais je ne sais pas répondre à cette question-là parce que je suis dans le quotidien. Et lui seul peut me répondre à ça. Merci beaucoup Jacques Arnaud pour ce temps accordé à Tendance Ouest et son magazine Tendance Confidence. Merci à vous. Podcast by Tendance Ouest.